Chapitre 12. Un défi pour Lucius. Partie 1. La première réunion rassemblant les premiers et les nouveaux partisans de Voldemort eut lieu le 20 décembre, la veille de la fête nationale des sorciers. Cette fête avait lieu le 21 décembre, tous les ans, et avait pour but de festoyer entre sorciers et de célébrer l'existence du monde magique. Toutefois, cette fête annuelle était trop souvent utilisée par certains sorciers pour célébrer leur supériorité sur les Moldus et pour aller les tourmenter de façon plus ou moins cruelle. C'est pourquoi le ministère, depuis de longues années, avait pour projet de l'abolir. Mais Voldemort ne l'entendait pas de cette oreille et comptait bien marquer le coup en signifiant au ministère que son camp était plus puissant que jamais. Il avait donc décidé de réunir ses partisans la veille de cette fameuse fête nationale, et Lucius avait été chargé de les convoquer. Ce dernier avait également pris soin de convier ses amis quelques heures en avance. Après avoir copieusement dîné, il se prélassait donc à la grande table de la salle de bal, accompagné d'Evan Rosier, Balderic Parkinson et Damian Nutt, et tous les quatre attendaient l'arrivée du reste des convives en devisant gaiement. Bellatrix, elle, était occupée à s'apprêter le plus soigneusement possible afin de resplendir aux yeux du Seigneur des Ténèbres. Dans la grande chambre de l'aile ouest que lui avait attribuée sa petite sœur, elle avait revêtu la seule robe qu'elle possédait, une robe de cuir et de soie noire que lui avait offert la tante Walburga. Ainsi vêtue, elle essayait d'arranger tant bien que mal son épaisse tignasse brune et bouclée. Ça n'était pas une mince affaire, mais elle était plus déterminée que jamais à s'attirer les faveurs de Voldemort. Quant à Narcissa, elle avait elle aussi prétexté le besoin de s'apprêter pour rester dans ses appartements. Elle avait pris exemple sur Daisy et avait passé autour de son cou le sifflet au reflet vert qui lui permettait d'appeler son dragon à n'importe quel moment. Son amie avait raison. Dès que ses doigts effleuraient le métal froid du sifflet, son courage se renforçait et elle se sentait de taille à tout affronter. Il y avait bien longtemps qu'elle avait fini de peigner et de tresser ses longs cheveux blonds, mais autre chose la retenait dans la salle de bain. En effet, Abraxas Malfoy avait, lui aussi, convié quelques invités en avance et discutait avec Orion et Piscus Crabbe dans sa bibliothèque. Narcissa était donc postée devant le grand miroir de sa salle de bain, toute ouïe, curieuse de savoir quelle nouvelle découverte elle allait faire en espionnant les trois hommes. Mais depuis l'arrivée de ces deux invités, ils n'avaient échangé que des banalités, ponctuées de silences pesants pendant lesquels ils se contentaient de boire leur verre de vin, en inhalant de longues bouffées de fumée-sbire. Et alors que Narcissa s'apprêtait à jeter l'éponge, Vera fit son entrée dans la bibliothèque, son Ravluc Albert sur l'épaule. « Vera, tu es venue !» constata Abraxas Malfoy avec étonnement. « Comme tu peux le voir. » « Pourtant, tu n'avais pas l'air enchanté de la tournure que prenaient les événements la dernière fois. »« Il faut bien que quelqu'un de sensé soit là pour vous surveiller, » dit Vera en regardant vers le portrait de Prisca Malfoy. Elle était, comme d'habitude, habillée de couleurs vives, mais pour la première fois, cette gaieté vestimentaire jurait avec la pâleur et l'expression préoccupée de son visage. « En tout cas, tu as été assez sage pour laisser ton Cerbère nain chez toi, » remarqua Abraxas. « Oh, je l'ai laissé jouer dans ton jardin. Il a un petit faible pour tes bosquets de roses. » Abraxas s'en étrangla avec son verre de vin et son visage prit une inquiétante couleur violette. « Mais, Rose, sotte que tu es, elles sont ce que j'ai de plus précieux. Des imbéciles les ont déjà endommagées à la dernière réunion. Athénaïs les adorait, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Sors d'ici et rappelle ton chien monstrueux. » « C'était une plaisanterie, » le rassura Vera sans entrain. « Je l'ai attaché à la statue de ton ancêtre. Il ne touchera pas à tes précieuses roses. » Abraxas se dérida légèrement. « Soit. Cela distraira peut-être ce cher Armand. »
grogna-t-il en se détendant dans son fauteuil. Vera s'apprêtait à s'asseoir, mais les lumières de la pièce vacillèrent et un sifflement inquiétant provint de la porte que Vera venait de franchir. Voldemort vient d'arriver, devina Vera la mine sombre. Orion se leva immédiatement. Je dois lui parler, dit-il. Moi aussi, dit Piscus Crabbe en l'imitant. Les deux hommes sortirent précipitamment et Abraxas et Vera échangèrent un regard étonné. Que d'empressement, commenta Abraxas. Il finit son verre de vin d'un trait et marcha vers la sortie en s'appuyant sur sa canne au pommeau d'argent. Tu ne viens pas? Je prends juste un verre de vin. Je vous rejoins, dit Vera. Comme tu voudras. Il se tourna vers la porte, mais interrompit son geste et se retourna vers Vera. Sois prudente, dit-il avec froideur. Le Seigneur des Ténèbres se méfie de toi. Merci de m'en avertir, répondit Vera d'une voix neutre. Je l'ai convaincu de ta bonne foi, car je sais que tu ne t'opposeras jamais au clan de ton fils, ou à celui de Narcissa. Et puis, j'espère pouvoir tirer profit de quelques-uns de tes animaux magiques. Mais à la moindre suspicion... J'ai compris, Abraxas. Ta maison est sous surveillance, insista le vieil homme, ainsi que ta cheminée et ton courrier. Oui, je l'ai remarqué. Bien. Abraxas ferma la porte derrière lui. Vera attendit quelques secondes, aux aguets, puis se tourna vers le portrait de Prisca Malfoy. « Vera, comme je suis heureuse de vous voir !» dit celle-ci d'une voix empreinte de tristesse. « Je pensais que vous ne viendriez plus jamais après les derniers événements. Oui, Abraxas m'a tout raconté. Ces malheureux se sont jetés dans la gueule du loup. » Je ne pensais pas revenir non plus, admit Vera. Nous avons même parlé de quitter le pays avec mon mari et ma fille. Oh non, Vera, je vous en supplie. J'ai besoin de vous, et Lucius a besoin de votre protection. Je ferai de mon mieux, soupira Vera. De toute manière, je ne pouvais pas abandonner Edgar et Sissi. La voix de Vera s'enroua légèrement, et dans la salle de bain, la vue de Narcissa se brouilla. Voir Vera ainsi éteinte lui causait bien plus de peine qu'elle ne voulait l'admettre. « Voilà qui est noble de votre part, Vera, » dit Prisca. Vera haussa les épaules, indifférente. « Oh, attention, une souris grimpe le long de votre jambe. » Vera baissa la tête et ses lèvres s'étirèrent en un pâle sourire. « Pas de panique. Ce n'est pas une souris, c'est ma toute dernière découverte, » dit-elle. Elle glissa sa main le long de sa robe orange vif et cueillit la minuscule bestiole qui lui grimpait dessus. Narcissa approcha sa main du miroir et fit le même geste que si elle voulait attirer le miroir vers elle. L'image de l'animal de Vera s'agrandit alors, et Narcissa découvrit un mammifère minuscule qui ressemblait à une souris, à la différence que son pelage était plus fourni, duveteux et coloré. De même, ses oreilles étaient beaucoup plus grandes que celles d'une souris normale, et lui donnaient l'air d'un éléphant. « Voilà une chuchourie, » dit Vera Goyle. « Une chuchourie? Qu'est-ce donc ?» Leur oui est d'une finesse exceptionnelle. Elles peuvent entendre une simple discussion à plusieurs dizaines de mètres de distance, ou un moustique qui se poserait sur le mur. Et elles sont particulièrement intelligentes. Elles savent repérer ceux qui complotent quelque chose. Ah, justement, regardez, je crois qu'elle essaie de m'avertir. Vera prit la chuchourie qui couinait avec impatience sur la table et la posa sur son épaule libre tout près de son oreille. Au fur et à mesure qu'elle écoutait la souris lui répéter la conversation qu'elle venait d'entendre, son visage s'assombrissait. « Vera, parlez-moi, vous me faites peur. »
Véra leva la tête, encore plus pâle qu'auparavant. « Orion mijote quelque chose, » dit-elle. « Piscus Crabbe aussi. Contre Abraxas, sans doute, et ils sont tous les deux fous de jalousie depuis que Lucius s'est attiré la sympathie de Lord Voldemort. Je vais voir de quoi il retourne. À plus tard, Prisca. » Et d'un pas un peu plus décidé, Véra sortit de la bibliothèque. Narcissa se leva d'un bond, effaça d'un geste l'image de la bibliothèque qu'elle avait fait apparaître dans le miroir, et sortit de sa chambre. En arrivant sur le palier, elle entendit très clairement les voix de Piscus Crabbe, d'Orion et de Voldemort provenir du hall d'entrée au-dessous d'elle. Elle s'interrompit et ouvrit grand ses oreilles, la main sur la rampe d'escalier. « Maître, » disait Piscus Crabbe de sa voix grave et menaçante, « écoutez-nous. »« Tout le monde nous attend au salon, » répondit la voix aiguë et sifflante de Voldemort. « Nous aurons tout le loisir de parler plus tard. »« Non, maître, vous ne comprenez pas. » Narcissa entendit un claquement de langue agacée. « Ne partez pas, maître, nous voulions vous avertir. » Il y eut un bruit d'étincelles et Crabbe poussa un cri de douleur. « Eh bien, parle donc, Crabbe !» ordonna Voldemort furieux. « Mais fais vite, car mon temps est précieux. »« Soit, c'est que vous semblez déjà avoir une confiance absolue en Lucius. On dit que vous lui confiez tous vos états d'âme et qu'en retour, vous écoutez tous ses conseils, que vous lui donnez des leçons particulières de magie noire. » Piscus Crabbe n'avait pas tort. Voldemort avait passé beaucoup de temps au sein du manoir au cours du mois dernier, et il avait notamment beaucoup discuté avec Lucius, dont il appréciait l'intelligence, la fourberie et la connaissance de tous les secrets intimes du ministère. En échange de ces précieux conseils, Voldemort lui permettait d'approfondir son apprentissage de la magie noire, ce qui avait le don de rendre Bellatrix incroyablement jalouse. « Vous êtes donc en train de gaspiller mon temps, et tout cela parce que vous êtes envieux de Lucius !» résuma Voldemort. « Ah, c'est que la famille Malfoy, nous la connaissons bien, maître. Nous la côtoyons depuis toujours. Ils sont rusés, séduisants, oui, mais ce ne sont que de belles paroles. En réalité, ils sont d'une lâcheté sans pareille. Orion et moi souhaitions seulement vous mettre en garde, afin que vous ne soyez pas déçus. »« Tu deviens vexant, Crabbe. Penses-tu que moi, le seigneur des ténèbres, je me laisserai berner par un jeune garçon? Cela dit, tu as raison, il est temps de le mettre à l'épreuve. » Narcissa tressaillit. Mettre Lucius à l'épreuve? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Ah, si seulement Narcissa avait eu la force d'étrangler l'énorme coup de Piscus Crabbe! Orion s'éclaircit la gorge et prit la parole. « Maître, j'ai moi-même quelqu'un d'autre à vous recommander. »« Oui, nous voulions vous parler de mes... » commença Crabbe. « Non, je ne parlais pas de tes fils, Crabbe. »« Pardon, Orion, nous avions convenu. »« J'ai trouvé quelqu'un qui, je pense, sera tout à fait au goût du Seigneur des Ténèbres, bien plus que tes deux lourdes de fils. »« Mais j'en serais ravi, Orion, » dit Voldemort d'une voix douce. « C'est une excellente nouvelle. » Piscus Crabbe s'empourpra, furieux que son soi-disant allié se retourne contre lui et ajoute un concurrent à la compétition qui existait déjà entre Lucius et ses propres fils. « Oui, maître, il vous plaira, j'en suis certain, » assura Orion. « Il est en tout point comparable à Lucius, croyez-moi. Le courage en plus. »« Et quand aurai-je le plaisir de le rencontrer ? » ?»« Oh, mais d'un instant à l'autre. Il est en chemin. Je me suis permis. »« Tu as bien fait. » Comme pour confirmer les dires d'Orion, quelqu'un frappa à la porte. « Ce doit être lui. » Et avec autant d'assurance que s'il se trouvait dans sa propre demeure, Orion pointa sa baguette vers la porte. « Yannoa Aperio,
Entre, entre, mon fils. Nous parlions justement de toi. » Affolée, Narcissa descendit quelques marches d'escalier afin de voir l'ensemble du hall d'entrée. Orion, Piscus Crabbe et Voldemort se tenaient au milieu de la pièce et lui montraient leur dos tourné vers la porte d'entrée qui venait de s'ouvrir. Et c'est avec un saisissement presque maternel que Narcissa vit apparaître son cousin Régulus qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Son visage d'enfant était en train de se métamorphoser à une vitesse stupéfiante. Ses joues rebondies avaient disparu, la douceur de ses traits s'était estompée, sa mâchoire était devenue plus anguleuse. Et il ressemblait un peu plus à Sirius qu'auparavant et avait les mêmes yeux gris. Mais il avait le teint plus pâle, le visage plus émacié et ses cheveux, au lieu d'être naturellement bouclés comme ceux de son frère, étaient seulement légèrement ondulés. Il portait toujours le même veston de velours vert aux bordures argentées et d'élégantes bottes de cuir dans lesquelles il semblait un peu à l'étroit. Il retint un sursaut quand il aperçut Lord Voldemort à quelques mètres de lui, et sa voix trembla lorsqu'il s'inclina devant lui. « Le Seigneur des Ténèbres » bredouilla Régulus. « Je suis Régulus Arcturus Black, pour vous servir. » Le visage de Voldemort resta neutre pendant qu'il détaillait Régulus de la tête aux pieds. « Relève-toi, mon garçon. Tu me sembles bien jeune. Quel âge as-tu ?»« Je viens d'avoir 14 ans, maître. »« 14 ans, » répéta Voldemort avec lenteur. « Tu es donc encore plus jeune que ma première élève lorsqu'elle m'a rejoint. »« Si vous parlez bien de ma cousine Bellatrix, c'est elle qui m'a parlé de vous, » dit précipitamment Régulus. « C'est elle qui m'a convaincu de vous rejoindre et elle m'a aussi donné quelques leçons de magie noire. » Une expression indéchiffrable passa sur le visage de Lord Voldemort. « Je devrais donc la remercier de t'avoir mené jusqu'à moi, » dit-il simplement. Orion observait l'échange avec un air réjoui, tandis que Piscus Crabbe fulminait. « Retournons au salon, » dit Voldemort en se détournant. « Tu pourras rencontrer le reste de mes alliés. » N'y tenant plus, Narcissa dévala le reste des marches de l'escalier. « Régulus » appela-t-elle. Régulus se retourna vers elle, et son visage s'illumina en l'apercevant. « Si. » Narcissa courut à sa rencontre et lui sauta au cou. Régulus semblait incroyablement soulagé de la retrouver, et, en le voyant de près, Narcissa remarqua qu'il avait le front moite et les mains tremblantes, et en déduisit qu'il déployait des efforts immenses pour ne pas montrer à quel point il était mort de peur. « Je suis surprise de te voir ici, » dit Narcissa avec un mélange d'affection et de reproche. « Tu es si jeune, Reggie. » Régulus haussa les épaules, visiblement embarrassé. « Régulus, » grogna Orion, « ce n'est pas le moment. » « En effet, nous aurons tout le loisir de discuter plus tard, » dit Voldemort avec froideur. Le jeune garçon adressa un sourire à Narcissa et se laissa entraîner vers le salon. « Allons-y, » dit-il à voix basse. Et ils entrèrent dans la pièce où se trouvaient tous les partisans de Voldemort réunis, attablés à la longue table ouvragée. Abraxas Malfoy, le premier, posa sur Régulus ses yeux pâles et glacés. Il était installé sur le siège qui se trouvait au centre de la table, dont le dossier était plus large et les accoudoirs plus confortables. Et de la place centrale qu'il occupait, ils tenaient chacun sous son regard. Lucius, assis à sa gauche, se détourna également vers les nouveaux arrivants, en même temps qu'Evan Rosier, Balderic Parkinson, Damian Nott et Orpheus Flint, tous rassemblés auprès de lui. Enfin, tous les anciens embrumés, assis de l'autre côté de la table, se tournèrent d'un même geste vers le jeune garçon qui venait de faire irruption dans la pièce, aux côtés de Lord Voldemort. « Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel élève, » dit Voldemort en entrant dans le salon.
Seul morveux, commenta aussitôt quelqu'un, entraînant un concert de gloussements. Les joues de Régulus rosirent légèrement, mais, heureusement pour lui, quelqu'un vint aussitôt le tirer d'affaire. « Reggie !» s'exclama une voix féminine. Bellatrix bondit sur ses pieds, elle se rua vers lui et lui sauta au cou avec effusion. « Toi, ici, mais c'est formidable !» Régulus la gratifia d'un beau sourire. « Bella, je suis content de te voir. » Alors que Bellatrix l'embrassait sur la joue en l'étranglant à moitié, les autres hommes présents se montrèrent nettement moins accueillants. « C'est qui ce mouflé ?»« Leur jeton d'Orion. Encore un petit prince qui n'a rien dans le ventre. » Rodolphus Lestrange, notamment, qui convoitait les faveurs de Bellatrix depuis de longues années, voyait d'un très mauvais œil l'arrivée de ce nouveau venu. « Bientôt, nous irons cueillir les mange-morts au berceau, » dit-il à voix haute, et l'ensemble de ses voisins hochèrent la tête avec affliction. En guise de réponse, Régulus s'écarta légèrement de Bellatrix et adressa un sourire embarrassé à l'ensemble de l'attablé. « Bonjour à tous », déclara-t-il, encouragé par le regard admiratif de Bellatrix. « Je suis, très flatté de faire votre connaissance. On m'a dit que... » « Épargne-nous tes courbettes, petit !» le coupa Yaxley sans ménagement. « Nous savons que vous autres collinards excellez en la matière, mais qu'en est-il de ton habileté au combat? As-tu au moins déjà gagné un duel contre un sorcier digne de ce nom ?» Régulus ne sut que répondre. Il y eut un moment de flottement, puis Voldemort reprit la parole avec un sourire sarcastique. « Je te félicite, Yaxley. Tu viens d'introduire l'objet de notre réunion. Laissons Régulus prendre ses marques et installons-nous, que je puisse vous dire de quoi il retourne. » Narcissa alla s'asseoir à côté de Lucius, qui lui avait gardé une place à côté de lui. Bellatrix prit Régulus par la main et le fit asseoir entre elle et Voldemort, qui présidait la tablée. Piscus Crabbe, lui, échangea avec ses deux colosses de fils un regard lourd de sous-entendu. Et Vera Goyle, enfin, s'assit dans un coin de la pièce, les bras croisés, en observant attentivement tous les membres de la sinistre assemblée. Voldemort leur fit part de ses projets. Maintenant qu'ils étaient assez nombreux, il souhaitait célébrer leur nouvelle alliance par un attentat spectaculaire, quelque chose qui marque les esprits, et la fête nationale des sorciers, qui célébrait historiquement la puissance de la magie, était l'occasion idéale pour ce coup d'éclat. Chacun soumettait sa proposition en rivalisant de cruauté. Certains souhaitaient s'attaquer directement au ministère, d'autres, moins nombreux, émirent l'idée d'assiéger Poudlard, mais ils furent aussitôt rabroués par ceux qui estimaient cela imprudent en la présence de Dumbledore. Le débat commençait à s'enliser sérieusement quand Abraxas Malfoy prit la parole. « Si je peux me permettre, je pense que toutes vos propositions sont vouées à l'échec, » dit-il d'une voix tranchante. Tout le monde se tourna vers lui. De son siège légèrement plus haut que les autres, il dominait toute la tablée. Ses yeux gris pâles ressemblaient à deux billes de métal glacé et sa voix était comme un tintement d'acier. Le brouhaha indiscipliné s'évanouit aussitôt, remplacé par un silence pesant. « Le ministère sait pertinemment que la fête nationale des sorciers est pour nous une occasion idéale, » expliqua Abraxas. « Ce serait bien trop prévisible. D'après mes sources au ministère, tous les lieux symboliques seront sous surveillance renforcée. Partout où nous irons, il sera impossible de les prendre par surprise. »« Justement, c'est parfait, » répliqua Bellatrix. « Nous ne demandons qu'à nous mesurer à eux. »« Mais les dégâts infligés seraient moindres, » insista Abraxas Malfoy. « Que nous conseilles-tu, Abraxas ?» demanda Voldemort. « Laissons passer la fête nationale des sorciers. Ne tentons rien à cette occasion, excepté peut-être quelques actions mineures, distractives. » Voldemort échangea un regard furtif avec Piscus Crabbe.
Dois-je comprendre que tu t'opposes à mon idée d'attaque de grande ampleur? Au vu du sourire qui se dessina sur les lèvres d'Abraxas Malfoy, c'était précisément la réaction qu'il attendait de la part de Lord Voldemort. Au contraire, maître, au contraire. Une fois la fête nationale des sorciers passée, le ministère se croira sauvé pour l'année. Eux qui essaient de rassurer la population à tout prix, ils ne manqueront pas de crier victoire dans la Gazette du Sorcier. Ce qui sera l'occasion pour nous de les ridiculiser lorsque nous passerons vraiment à l'action. Voldemort plissa les yeux. Il commençait à comprendre. « Continue, » ordonna-t-il. Je ne comptais pas abandonner ce projet de coup d'éclat, assura Abraxas Malfoy. Mais je pensais à un autre événement qui a lieu dans 4 jours. Vous ne parlez quand même pas de Noël, bondit Thorfinn Raoul. Cette immonde fête moldue, grimaça Dolohov. Abraxas Malfoy fit lentement pivoter sa tête à droite puis à gauche pour montrer son sourire menaçant à l'ensemble de la tablée. Je pensais à un Noël bien particulier, dit-il. J'imagine que vous avez tous entendu parler du pensionnat Wimbley. À l'évocation du pensionnat, Narcissa tressaillit. Le silence se fit plus dense et des sourires carnassiers illuminèrent les visages autour d'elle. La directrice de cet établissement scandaleux organise une grande fête à l'occasion de la veillée de Noël, annonça Abraxas. Tous les sorciers de bas étage qui sont friands de coopération avec les Moldus seront là. L'humeur sera parfaitement insouciante. La cible parfaite, en somme. Plusieurs personnes approuvèrent vigoureusement. Et qui plus est, je suis certain qu'il y aura une garderie pour notre nouvelle recrue, dit Abraxas en levant son verre en direction de Régulus. La plaisanterie plut beaucoup. On rit grassement, on frappa la table du poing, on tapa du pied sur le sol. Régulus s'empourpra, mais Bellatrix lui saisit le poignet et lui fit signe de ne pas réagir. « Alors, pourquoi ne pas nous joindre à cette charmante petite veillée ?» Tout le monde applaudit, ou presque. « Je ne suis pas d'accord, » dit cependant une autre voix qui ressemblait à s'y méprendre à celle d'Abraxas. Tout le monde fut surpris que quelqu'un s'oppose au maître de maison, et la surprise fut d'autant plus grande qu'il s'agissait de son propre fils. « Lucius, tais-toi donc !» ordonna sèchement Abraxas. Le pensionnat Wimbley est, de toute manière, sur le point de fermer, insista Lucius. Une enquête est en cours au ministère. S'y attaquer serait enfoncer une porte ouverte. Nous y gaspillerions nos forces. La tablée se renfrogna. « Excusez-moi, » dit Axley en faisant semblant de lever timidement une main tremblante. « Je me suis peut-être trompé de réunion. Je cherchais les mange-morts, mais j'ai bien peur d'être tombé sur de véritables poules mouillées. » Il acheva sa phrase avec férocité. Tous ceux qui se trouvaient autour de lui éclatèrent de rire. Amicus Carro, son voisin de table, lui donna une tape dans le dos pour le congratuler. « Notre but ne doit pas être de répandre inutilement la violence, mais de prendre le pouvoir en économisant nos forces, » répliqua Lucius. Mais malgré son aplomb et cette formule séduisante, ses interlocuteurs rirent de plus belle. « Voilà une belle phrase de lâche !» commenta Bellatrix. « Bien dit !» approuva Rodolphus Lestrange. « Arrête d'approuver tout ce que je dis !» cracha Bellatrix. « Du calme, mes chers amis, du calme !» dit Voldemort en élevant la main. Aussitôt, tous les rires s'évanouirent. « Je crois qu'il nous faut consulter une âme innocente pour prendre cette décision, » continua Voldemort. « Après tout, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ?»